L'info éco, c'est avec vous, Laure Manin, bonjour. Bonjour Raphaël. Le Ghana trouve un accord avec le FMI pour un prêt de, et ça, mes yeux ne me le disent pas, il faut que je mette mes lunettes, c'est la presse BC, ça vous touche à tous les âges. 3 milliards de dollars de renflouement. Laure Manin. Oui, absolument. Mais un certain âge surtout, Raphaël. On ne le dira pas, on restera pudique. En tout cas, l'accord entre le FMI et le Ghana doit encore être approuvé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international à Washington, mais il devrait en tout cas soulager le pays qui affronte une violente crise économique avec une inflation historique de plus de 40% et puis l'effondrement de sa monnaie, le cedi, le remboursement de sa dette. C'est donc compliqué alors que la devise perdait la moitié de sa valeur face au dollar, ce qui a augmenté le poids des remboursements de la dette publique dont les traites représentent aujourd'hui plus de la moitié des recettes du pays. Pour Accra, cette aide est donc un soulagement qui demandera tout de même des efforts. Écoutez. L'approbation finale de l'accord nous aidera à rétablir la stabilité, à lutter contre l'inflation et à renforcer notre monnaie. C'est pour cette raison que les différents éléments de l'accord doivent être soutenus par tous les Ghanéens et par toutes les parties prenantes. Le programme comprendra également des réformes visant à renforcer la transparence fiscale et la gestion des finances publiques, améliorer la gestion des entreprises publiques, renforcer la gouvernance et relever les défis structurels dans les secteurs de l'énergie et du cacao. Pékin lance une procédure contre les États-Unis à l'OMC en cause des restrictions américaines à l'importation de semi-conducteurs en Chine. Oui, le bras de fer technologique qui n'est que la dernière bataille en date dans cette longue série de conflits commerciaux qui opposent les deux premières puissances économiques de la planète. En octobre, les États-Unis avaient annoncé de nouveaux contrôles à l'exportation pour limiter la capacité de Pékin à acheter certains types de puces, notamment de type militaire, et éviter que les usines chinoises puissent les reproduire. Pékin estime de son côté que Washington enfreint les règles du commerce international et met en péril les chaînes mondiales d'approvisionnement. Olivier Fessol. Des téléphones portables au moteur de voiture, ils sont partout ou presque. Les semi-conducteurs sont devenus un enjeu capital de l'industrie mondiale. C'est pourquoi le contrôle du marché de ces puces électroniques est si sensible. En octobre, Washington annonçait l'interdiction de l'export vers la Chine des dernières générations de ces composants, invoquant leur possible usage militaire et le risque d'espionnage industriel. Pour Pékin, il s'agit d'un prétexte pour justifier un comportement contraire aux règles du commerce international. L'excuse sécuritaire ne devrait pas servir à prendre des décisions unilatérales et protectionnistes. Tous les pays doivent se lever et ne pas laisser passer l'unilatéralisme et le protectionnisme de Washington. Cela concerne la stabilité du système commercial mondial et, plus important encore, la justice internationale. Parallèlement à ces mesures protectionnistes, l'administration Biden a annoncé un plan de près de 53 milliards de dollars de subventions pour la production et la recherche-développement des semi-conducteurs aux États-Unis. 24 milliards de crédits d'impôt pour les usines de fabrication de puces sont aussi prévus. La République populaire de Chine a elle aussi prévu d'investir massivement dans cette industrie, 144 milliards de dollars sur 5 ans. De gros moyens pour rattraper son retard, car sur la miniaturisation des composants, l'enjeu technologique clé du secteur, l'industrie chinoise est à la traîne. Loin devant la Chine, Taïwan avec l'entreprise TSMC et la Corée du Sud avec Samsung produisent plus de 80% des semi-conducteurs de la planète. Et voilà 30 ans que l'Europe en parlait. Elle l'a fait cette nuit, elle a adopté une fameuse taxe carbone à ses frontières. Un dispositif qui s'appelle en réalité l'ajustement carbone aux frontières et qui imposera aux importations industrielles des 27 les mêmes critères du marché du carbone européen. Concrètement, les États membres devront payer pour ces importations en fonction du CO2 qui a été émis lors de la fabrication de ces produits industriels venus de pays non européens, des pays aux normes bien souvent moins strictes d'un point de vue environnemental et qui ne sont pas soumises au quota carbone. Ce mécanisme a donc pour objectif d'éviter la délocalisation hors Europe de la production industrielle tout en encourageant le reste du monde à adopter les standards européens. Les revenus attendus pourraient dépasser les 14 milliards d'euros annuels et une période test commencera dès octobre 2023 pour application à horizon 2026 ou 2027. En revanche, sur le sujet de l'environnement, l'UE continue à patiner sur le plafonnement des prix du gaz. Les ministres de l'énergie des 27 se sont quittés ce lundi sans être parvenus à un accord ce mardi. Et ils évoqueront à nouveau le sujet lundi prochain lors d'une réunion ordinaire.
Climat social toujours très tendu au Royaume-Uni où les grèves se multiplient. L'objectif, c'est bien sûr réclamer des hausses de salaire face à l'envolée des prix. Oui, puisque l'inflation est très importante outre-Manche, plus de 11%. Les Britanniques ont perdu énormément en pouvoir d'achat et donc de très nombreux secteurs ont emboîté le pas aux cheminots. Un leader sur ces grèves, les employés de la logistique, les agents de police aux frontières ou de l'Eurostar, mais aussi le secteur des soins infirmiers. Pour la première fois depuis plus de 100 ans, les ambulanciers notamment. Pour les soins infirmiers, justement, le secteur réclame une augmentation de plus de 17%, demande jugée inabordable par le gouvernement, mais qui est censée rattraper des années de disette. Et puis, du côté des transports ferroviaires, le syndicat RMT a refusé une proposition d'augmentation de 8% sur 2 ans, estimée insuffisante face à la hausse des prix. Puis pour finir, un œil au marché, ça donne quoi? Eh bien, c'est du vert pour les places européennes, très optimiste, notamment après la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, meilleure que prévu, comprenez, moins importante que celle annoncée. Le CAC est donc dans le vert à plus 1,42, plus 1,34 pour le DAX, plus 0,76 pour le FTSE. La livre sterling, d'ailleurs, atteint son plus haut niveau en 6 mois face au dollar après cette publication de l'inflation américaine. Et puis, du côté de Wall Street, en revanche, c'était indéterminé. Ça hésite entre le vert et le rouge. Le Dow, vous le voyez, est à l'équilibre à moins 0,01, plus 0,37 pour le S&P, plus 0,56 pour le Nasdaq. À noter qu'il y aura cette réunion de la Réserve fédérale américaine qui a lieu en ce moment et s'achève demain, qui doit revoir notamment sa politique monétaire. Une probable hausse future des taux d'intérêt est à nouveau à prévoir, mais dans des proportions moindres que les derniers relèvements.